cher public. Alors, vous ne regardez pas la télé, heureusement que vous êtes sur TVL, parce qu'ici, on va parler pour de vrai. On va pas faire semblant, comme les médias qui étaient là, à se dire, est-ce qu'on va dire que Jack Lang, il est allé dans les soirées pédocriminelles de chez Jeffrey Epstein? Non, c'était des dîners avec Woody Allen, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, moi, j'y suis allé, c'était super sympa. Il y avait des petites verrines avec des petites crevettes dedans, c'était très bon. Et je vois pas de quoi c'est le problème. Non, vraiment. Scoop, je suis allé chez Epstein. Non, je suis allé dans l'immeuble d'Epstein. Et j'ai pas pu rentrer. Après qu'il ait été arrêté et qu'on s'est dit, il y a quand même un truc qui se passe avenue Foch. On va pas parler que de ça ce soir. On va parler aussi de dignité humaine, de vérité, d'engagement politique avec notre invité Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Bonsoir. Président de VIA, le Parti chrétien-démocrate. Vous êtes depuis longtemps en politique, mais pas vraiment de la politique qui passe à la télé. Hein. J'ai un peu de mal, et depuis que j'ai eu le malheur sur le plateau d'une chaîne d'information réputée de droitière, de dire à l'été 2021 que l'Agence nationale de sûreté du médicament déclarait que 13 personnes étaient mortes de l'administration du vaccin Covid, je n'ai plus jamais été invité sur cette chaîne. Ah oui. Il y a des choses à pas dire, il y a des choses à pas dire. On va en parler, Taisez-vous, Jean-Frédéric Poisson, ne dites pas trop de choses. On a dit vérité. Cette émission est censurée, évidemment, comme toutes les émissions du PAF. Non, justement, on va en parler, évidemment. Mais avant d'en parler, on en a un qui trépigne, c'est Nicolas qui veut faire son édito, bien entendu. Allez. Go. Chers amis, bonjour et bonsoir, vous êtes sur Alerte Générale, merci d'être là en tout cas. Et mon édito, toujours pareil, c'est depuis des années, le pouvoir a une obsession maladive et psychotique, faire taire le peuple, vous le savez. Pas l'écouter, pas débattre, le faire taire et lui décrocher la mâchoire s'il le faut. Pendant le Covid, la peur est devenue, vous le savez, une politique publique, carrément, le doute comme faute morale. Parler, c'était déjà désobéir et Jean-Frédéric Poisson en a fait les frais. Voilà. Les gilets jaunes, une colère sociale brute, populaire, incontrôlable et légitime. Car quand le peuple parle trop fort, le pouvoir sort les casques et les centaures. Quand il insiste, on lui casse les dents et on lui crève les yeux. Alors les agriculteurs, ensuite, vous le savez, ils travaillent pour plus, pour gagner moins, étouffent sous les normes, crèvent sous les traités. Taisez-vous, disparaissez et surtout ne remettez rien en cause. Et maintenant, le scandale Epstein, un scandale planétaire, judiciaire, documenté, des réseaux, des relations et un bunker dressé autour de Jeffrey Epstein. Et le peuple n'a pas le droit de savoir ce qu'il se passe dans le backroom de ce grand Davos de dégénérer. Parce que cette fois, le canon à caca, il est chargé, il est bien chargé ce canon-là, et il pourrait éclabousser une palanquée de personnalités, y compris en France. Des noms circulent, des fréquentations qui gênent, Alexis en a parlé, des silences qui deviennent trop longs. Les verrines étaient très bonnes. Eh ben oui, et les crevettes aussi d'ailleurs. Je vois pas où est le problème. Et surtout des fact-checkers, on leur fait des bisous à nos amis les fact-checkers, qui bafouillent de haine. Alors on panique, on disqualifie. Tu poses des questions complotistes, tu relis des faits publics, agents étrangers de Poutine. Tu refuses d'avaler la version du pouvoir extrême droite. 3 étiquettes pour éviter tant bien que mal de déclencher la foudre. Et pendant ce temps à Bruxelles, la machine avance sans trembler, sous la houlette de Ursula von der Leyen, impératrice hors sol, spécialiste des textos supprimés et des gros conflits d'intérêts. On installe le contrôle numérique permanent, DSA, filtrage algorithmique, surveillance de masse feutrée, officiellement pour protéger, en réalité pour dézinguer toutes les voix discordantes. X dérange parce que ça parle trop, parce que ça ne respecte pas le protocole, parce que ça ne demande pas l'autorisation. En fait, leur projet est clair, une démocratie sans peuple et un débat sans opposants. Mais ils ont mal calculé, les amis. Plein d'espoir pour nous. Les Français ne sont pas un peuple docile, ce sont des Gaulois réfractaires, Dixit Choupinet Ier, des râleurs congénitaux, des spécialistes du refus quand tout est décidé sans eux. Ah oui, alors oui, il y a ceux qui ont choisi Koh-Lanta plutôt que la politique, les journaux People, le bingo Pipo plutôt que l'information, et Ikea plutôt que la souveraineté. Ceux-là ont échangé la citoyenneté contre le confort en kit et leur étagère Billy, ou leur robot cuiseur de chez Lidl, mais en fait, on ne peut plus rien pour eux. Mais les autres sont là, bouillants, pressurés, dépouillés. Ils voient leur liberté rognée, leurs paroles méprisées, leur intelligence insultée et leur vie brisée. Le pouvoir croit que le peuple est dangereux quand il crie. Il se trompe en réalité, le peuple devient incontrôlable quand il comprend, et à force de vouloir tout censurer, messieurs, dames, il fabrique exactement ce qu'il redoute, un peuple qui n'attend plus la permission de dire non et qui viendra récupérer son pognon, et ça, aucun algorithme ne pourra jamais l'effacer, messieurs, dames. Alors, oui, on va devoir parler de l'affaire Epstein. Mais d'abord, la première question, qui est quand même une question importante. Jean-Frédéric Poisson, est-ce qu'on dit Epstein ou Epstein?
C'est ça le fond du problème, c'est Oui, ça c'est ça. Bah oui. Alors, Je sais, en d'habitude- 20 minutes, oui, ils ont fait un article là-dessus quand même. C'est vrai Ah oui. Ouais, c'est aussi catastrophique que ça. Hein. Je lis pas la grande presse. Non. Non, mais on dit Frankenstein et Einstein, non voilà, donc l'affaire me paraît réglée, mais pourquoi c'est important, je comprends pas. Ça me Bon, non, semble c'est évidemment pas important, pas plus que le goût des crevettes dans la verrine. La question étant qui y est allé, qui se tait, qui savait et s'est tu. Perquisition en 2019, rien. Là, ça commence un peu à craquer. Jack Lang s'est accroché quand même à l'Institut du monde arabe pendant une semaine. On se rend bien compte que c'était C'est intenable. accroché pendant 10 ans, en fait. Ouais, pendant 10 ans, pendant 80, 2026, ça, un paquet d'années en fait. Qu'est-ce que ça dit en fait du pouvoir, cette affaire Epstein? C'est d'abord l'histoire d'une immense saloperie. J'ai beau chercher, je sais que sur un plateau de télévision, en face d'un public respectable, mais j'ai beau chercher d'autres mots, j'en trouve pas. Ça ajoute à la prostitution, au trafic d'êtres humains, de la pédophilie, de la criminalité tous azimuts, de l'exercice d'influence, du chantage. Enfin, il y a aux États-Unis, il y a de quoi être condamné pour plusieurs siècles à la fois, hein, comme ils pratiquent le cumul des peines. Donc c'est de l'horreur absolue, c'est de la barbarie presque à l'état chimiquement pur, malheureusement, auquel une classe politique qui a perdu toute forme de repère, qui considère que dans sa toute-puissance, elle a le droit d'agir sans limite, comme il lui plaît. Enfin, une classe politique, pas que politique, un ensemble de personnes, on va dire. Politico-médiatique, on peut dire. Malheureusement, on pourrait dire ça, puis même économique. Enfin, il y a apparemment un peu tout le monde là-dedans. Voilà, c'est un peu l'image des gouvernants modernes où effectivement tout est permis parce qu'on a le pouvoir et que, comme on n'a pas de limite et qu'on a décidé que c'était l'être humain qui était l'ordonnateur, le détenteur et le définisseur, si j'ose dire, de l'ordre du bien et du mal, on fait ce qu'on veut. Parce qu'on est intouchable et que de toute façon, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ce qui n'est pas prévu, c'est que, jamais d'ailleurs, c'est que comme je dis de temps en temps, le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité monte par l'escalier, mais ils finissent toujours par arriver au même endroit, ils se battent sur le toit et c'est la vérité qui gagne. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Et petit à petit... Là, on est sur le toit. Les choses sortiront. Ah, oui, ça commence, oui, on a mis au moins un pied. On a ouvert la porte, qui donne, vous savez, sur le... Voilà, ça y est, là, ça y est. Donc on commence à voir un peu tout ça. Et puis on voit qu'effectivement, c'est un réseau international qui a des ramifications partout. Ouais. On se demande si les services de renseignement des grands États ne sont pas mêlés à ça. On voit qu'il y a des discours économiques de premier plan qui sont mouillés dans cette affaire. Il y a des photos qui circulent. Aux États-Unis, on commence à déclassifier les trucs. Enfin, c'est parti. Là, c'est parti. Et si j'ai bien compris, les deux parlementaires américains qui sont sortis des locaux du FBI là, il y a quelques Thomas jours, Massie et... il y en a un des deux, je crois, qui a déclaré qu'il se demandait pourquoi la CIA avait fait caviarder une demi-douzaine de noms au moins dans les trucs. Mais voilà. Donc on n'est encore pas dans la transparence totale, mais petit à petit, les fact-checkers, les vrais que nous sommes, et vous deux plus que moi, vont faire leur travail et puis on finira par... au moins identifier les coupables. Et s'ils sont condamnés, c'est une autre affaire. Oui, mais encore autre chose. Il n'y a pas de retour en arrière possible, Jean-Frédéric, là-dessus? Le retour en arrière? Le retour en arrière par rapport à ce scandale planétaire, c'est-à-dire que là, on a passé un cran par rapport à ça. C'est que ça va être compliqué quand même, parce que là, franchement, en plus, c'est pas comme de la fraude fiscale ou de l'abus de bien social, si vous voulez. C'est la fraude fiscale, l'abus de bien social, c'est pas bien. Ouais. Enfin, ça tue personne. C'est mal, mais enfin, c'est pas comme de tuer des enfants. Vous comprenez, c'est pas le même ordre. Là, ça provoque chez les gens, enfin, ceux à qui j'en parle, ces jours-ci, quel que soit le regard qu'ils portent là-dessus, d'une forme de dégoût. Enfin, il y a quelque chose de... On peut pas laisser ça impuni, c'est pas possible. L'ABS, la fraude, c'est pas bien, mais bon... Il y en a beaucoup qui passent à travers, pour le coup, y compris parfois les contribuables français eux-mêmes, même modestes. Là, c'est pas pareil. Là, je pense on est dans l'horreur, on est au niveau des plus grands scandales de l'humanité. En plus, le côté, comment dire, bling-bling, si j'ose dire, au pire sens du terme, ajoute à la volonté de revanche, d'une certaine manière, de gens, des peuples qui considèrent qu'ils ont été floués, là aussi, une fois de plus. Sans compter que... tout ça est lié avec beaucoup d'autres sujets aussi, on va voir émerger. C'est lié avec les filières de passeurs pour les enfants migrants, c'est lié avec les mineurs isolés, c'est lié... Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui vont j'espère, affleurer. J'entendais certains de mes collègues expliquer, mes anciens collègues parlementaires dire qu'il faut absolument une commission d'enquête parlementaire.
Non, il faut que la justice se saisisse directement. La commission d'enquête parlementaire, elle n'a pas les moyens d'investiguer comme un juge d'instruction ou la police ou Mais la ça permet de gendarmerie. faire du bruit médiatique aussi. Oui, mais d'entretenir le bruit médiatique. bien entendu, mais le mieux, ce serait quand même que... Si les juges nous écoutent, nous ouais, regardent, éventuellement, ils peuvent travailler. Il y a eu une perquisition en 2019 de l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, mais... Ça fait que... Ouais, il y a un truc. Hein, ouais. Ça fait que 7 ans, faut pas s'empatienter, Alexis. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, Ça ne fait on que va 7 pas ans. s'énerver pour 7 ans quand même Non, c'est vrai. On va d'inaction. attendre 70 ans, c'est vrai. C'est ça. Et notre invité qu'on n'a pas encore présenté, Patrice Magneron, présidente de IDNF. Bonsoir, merci d'être là, en tout cas. Merci pour votre invitation. Ben, avec plaisir. Qu'est-ce que un truc à apporter par rapport, une analyse par rapport à cette affaire Epstein Bien dont sûr, parle il y a Jean-Frédéric Poisson. beaucoup de dégoût, bien sûr. On s'aperçoit, enfin c'est comme ça que moi j'ai interprété un petit peu la chose, parce que bon, des affaires de pédocriminalité, bon, il en existe, il en a existé dans le passé, il en existera certainement dans le futur. La nature humaine, certainement. Mais là, ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'il y a un mélange de tous les pouvoirs et qui sont bien conscients de leur puissance et qui s'entendent ils se serrent les coudes, quoi. Ils s'entendent pour que les choses ne sortent pas, pour qu'ils puissent continuer à verser dans leurs intérêts. Si on définit un peu l'état profond comme étant cette relation entre on va dire l'État, donc le monde politique, une forme de mafia, et puis toutes ces multinationales aussi qui ont des intérêts économiques, la grande finance, on s'aperçoit qu'il y a eu à un moment donné une concomitance là de tous ces pouvoirs. Et que ces pouvoirs sont tombés dans le j'allais dire le graveleux, enfin c'est beaucoup plus que ça, c'est La criminalité, ouais. Dans l'horreur. dans le sordide, et donc bon, il est temps bien évidemment d'y mettre un terme. Après, j'ai plein de questions. Si vous voulez, il y a eu 3 millions de documents qui ont été c'est ça, environ. Donc il va falloir quand même les expurger, il va falloir les analyser. Ça prend du temps, même si on sait qu'aujourd'hui on a des outils informatiques bien pratiques. Il va falloir quand même du temps. Il va falloir démêler le vrai du faux, de savoir ceux qui sont là uniquement par hasard parce que voilà, ils avaient correspondu avec Epstein, et puis ceux qui ont vraiment participé à ce genre de choses. Donc ça va prendre du temps. La justice va devoir passer. On n'aura pas, j'imagine, les éléments tout de suite. Mais pourquoi ça sort maintenant ? C'est une des premières questions qui m'interpelle. On s'approche des midterms aux États-Unis, donc voilà. Quelles sont les relations d'intérêt ? Il y a toujours des relations d'intérêt. Voilà. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai qu'une hâte quand même, c'est que bien évidemment les coupables soient poursuivis et soient plus que sévèrement condamnés, puisqu'on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Tout de même, il y a quand même un minimum de valeur à défendre. Ouais. Est-ce que Jean-Frédéric ? Oui, un petit appendice à propos de choses qui m'a vraiment presque choqué. Pourtant, je l'ai passé là, je dirais l'autre, mais l'espèce de courage a posteriori de la presse française dans le traitement de la situation personnelle de Jack Lang. C'est génial. Parce que tout ce qui sort maintenant était su déjà depuis longtemps. Les restaurateurs qui avaient des notes de frais, enfin des notes non remboursées, etc. Tout ça sont des choses qu'ils savaient, qui étaient documentées, qui étaient presque publiques. Les caisses du ministère de la Culture. Voilà, c'est ça. Le fait d'aller dans le musée du Louvre, éventuellement, aller prendre dans le trésor, ce sont des choses qui ont circulé, ça aussi. Donc des tas de choses, on ne prête qu'aux riches, comme dit l'autre. Donc même comme disent les Italiens, si ça c'est pas vrai, c'était bien trouvé. Donc les turpitudes personnelles de M. Lang depuis maintenant 45 ans étaient connues de tout le monde. Il y avait de quoi se faire allumer tous les matins dans la presse, y compris de son opposition à lui. Après tout, d'autres ne se gênent pas. Et là, personne ne dit rien. Jusqu'au jour où il annonce sa démission, et alors là... C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est accroché au poste. Mais, ça, c'était magnifique quand même. C'est incroyable. C'est la victime. Voler au score de la victoire, c'est quand même... Et surtout, c'est écœurant. Choisir quelqu'un qui a 86 ans, qui a sa carrière de malfaisant derrière lui, et le lâcher à ce moment-là, parce que ce sera la victime sacrificielle du système. Oui, ce sera le bouc émissaire, absolument. Oui, ça permettra de ne pas évoquer le sort éventuel d'autres personnes qui seraient impliquées. Absolument. Et la presse, les médias grand public,
République ont été exceptionnels, hein, parce que d'abord ils ont invité la fille et Jack Lang, et la fille de Jack Lang, à s'expliquer et à dire Jeffrey Epstein me mettait des paquets de billets dans les poches, mais j'ai rien vu, hein, ce qui arrive. Et une semaine après, ils arrivent. Quiconque est allé chez Jeffrey Epstein a compris tout de suite que le mec était quand même dangereux et malsain, sauf Jack Lang et Woody Allen. Bon, alors je veux bien, mais c'est quand même la. Woody Allen, c'est pas un bon exemple en l'espèce. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a. Il y a des précédents. Oui. C'est-à-dire, c'est ça, c'est Woody Allen qui m'a introduit à Jeffrey Epstein. Déjà, tu te dis, ah ouais, ça commence mal. C'est ça. Allez, on passe maintenant à la seconde séquence, chers amis. Vous le connaissez maintenant, ça s'appelle le grand déballage. Allez, immédiatement. Chers amis, merci d'être encore et toujours sur l'Alerte Générale. N'oubliez pas de partager, bien entendu, de liker, de commenter sous la vidéo. Maintenant, on va revenir en France. On y était déjà un peu, mais on va revenir en France dans la politique politicienne, et notamment cette volonté d'Emmanuel Macron de censurer ou du moins d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que tout ça est paré de vertu pour sauver notre petite tête blonde de l'abrutissement généralisé de TikTok, ou est-ce qu'on est sur autre chose? Je crains que... Ce qui est ennuyeux avec le président de la République, c'est que on se demande toujours quelle mauvaise intention se cache derrière les mots qu'il dit, même quand ces mots ne sont pas dénués de sens ni d'intérêt, ce qui arrive quand même de temps en temps. Que la fréquentation des écrans massive par les adolescents soit un problème qui devient un problème de santé publique, d'éducation, d'autorité, tout ça, c'est pas contestable. En fait, chacun peut le voir et voir les ravages que ça fait. Très bien. Que l'État veuille se mêler de quelque chose qui relève majoritairement, prioritairement des relations éducatives entre les parents et les enfants, ça d'abord c'est gênant, et c'est même plus que gênant. Deuxièmement, ça fait penser à la loi Hadopi. Ça vous parle, la loi Hadopi? Les anciens d'ici. Voilà. J'étais un des quelques députés de la majorité à avoir voté contre à l'époque. Pour une raison simple, c'est que on court toujours après la technologie. C'est pas la peine de faire une loi parce que n'importe qui, même moi qui suis pas une vedette, sait comment contourner les trucs. Enfin, c'est pas très compliqué. Donc, application de l'interdiction, impossible. En revanche, une opportunité formidable pour un flicage généralisé, y compris des adultes, parce que c'est bien vers ça qu'on va. Surtout des adultes. Ouais. Et comme par hasard, comme dirait l'autre, parce que voilà, c'est mis en place septembre 2026. Oui. De manière tout à fait coïncidente, en septembre 2026, c'est peut-être le démarrage de la campagne présidentielle. À peine. Ah oui, je n'avais pas pensé, tiens. Mais c'est étonnant, oui. On se demande, finalement. Ouais. Donc en fait, quand j'ajoute le DSA, enfin toutes les saloperies qui est en train de nous préparer l'Union européenne depuis longtemps, dont on a déjà parlé ensemble d'autres lieux que celui-ci, ce confinement de nos libertés qui est en train d'être préparé à petit feu, à quoi on ajoute cette disposition qui va permettre en fait d'instaurer un contrôle numérique généralisé de toute la population au motif par ailleurs excellent de la santé des adolescents. Donc c'est ça l'intention qui est cachée derrière ça. Moi, je fais aucune confiance. Mais depuis longtemps, depuis que j'ai entendu Emmanuel Macron comme ministre de l'économie venir défendre sa loi de modernisation de l'économie, vous vous rappelez les notaires, les taxis, les bus Macron, etc. Devant le Parlement, je ne fais aucune confiance à cet homme. Pas davantage cette fois-ci. Et j'observe que cette disposition, très contestable sur son fond, même si l'intention doit être prise en compte et qu'on a un problème de fréquentation des écrans, pas que pour les adolescents d'ailleurs. Oui. Voilà. Ça cache quelque chose qui relève de l'instauration d'une société du contrôle généralisé dont les néolibéraux ont besoin pour assurer la marchandisation de toutes choses et le triomphe du commerce et de l'argent sur toutes les autres réalités sociales. C'est pas difficile. C'est une chose qui est vieille comme... Parce que là, on voit qu'on a affaire à ces réseaux sociaux qui sont des vecteurs de cette pensée néolibérale aussi, et néoconservatrice. L'idée de dire qu'on va censurer certains pour la santé des plus jeunes pose question aussi de dire... Bon, vous voulez censurer, ok, on a compris. Vous voulez fliquer surtout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait de vouloir faire tomber le pseudonymat, l'anonymat, et arriver à lier des comptes sur Internet à des identités réelles. Et ça, c'est pas seulement la France, puisqu'on a vu ça en Espagne, on a vu ça en Grande-Bretagne, l'Allemagne va nous suivre, en Australie, et on sent bien que c'est une opération coordonnée de réduction des libertés, encore une fois, sous couvert, bien sûr, du bien-être des populations. Au sortir de Davos, le World Economic
Economic Forum, où tous les Soros Boys, visiblement, se sont dit, bon, faut aller vite parce qu'on a perdu la confiance. On la retrouvera pas, évidemment. Non. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est leur faire fermer leur gueule aux gueux. Oui, c'est ça. Les régimes totalitaires torturent les gens, non pas pour leur faire peur, ni leur faire mal, mais pour les faire taire. Les dictatures s'installent dans le silence de leurs opposants, qu'ils soient volontaires ou provoqués. Et donc, évidemment, le fait, quand on ajoute censure et flicage, je suis de votre avis, c'est tout à fait l'opération de surveillance généralisée, ou cette tentation, en tout cas, à laquelle on assiste. Ah, plus qu'une tentation, c'est un programme. Vous avez raison, programme. À quoi on ajoute l'identité numérique, la monnaie numérique et tout ça, enfin, on va se retrouver dans une espèce de carcan. Dont il sera très difficile de sortir. Alors je sais bien, j'ai lu comme tout le monde 84 d'Orwell, Globalia de Ruffin, etc. Des romans qui disent que même les systèmes les plus totalitaires laissent des échappatoires pour en sortir. Mais enfin, si on pouvait se passer de ce genre de torture, ce serait beaucoup mieux. Ce que je me demande, mais c'est pas la seule question sur laquelle je me pose cette question, sur cette interrogation. Que va-t-il falloir pour que les Français se rendent compte, enfin, de ce qui leur arrive pour de vrai ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'il faut ? On finit par se demander, enfin, ça suffit pas. Il y a tout, là, quand même. Mais ce qui est intéressant, Jean-Frédéric, là-dessus, je me permets de rebondir, c'est-à-dire qu'on sent bien la fébrilité de l'oligarchie, notamment française. Oui. À partir du moment où on veut une censure sous couvert de protéger les jeunes, des machins, ça veut dire qu'à un moment donné, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance pour une population de plus en plus nombreuse qui commence à en avoir plein ses chaussettes, pour pas dire autre chose, et qui est en train de rugir dans l'Internet, comme on disait avant. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, notre présence ici, le travail que vous faites par ailleurs chacun de votre côté, avec des audiences qui, même si elles sont ralenties, tordues, compressées, splittées, etc., j'entendais l'autre jour les chiffres des audiences des journaux télévisés de 20 heures de TF1 et France 2. Ça a été divisé par 2 en 10 ans. Pourquoi ? Parce que les gens vont regarder ailleurs. Donc on voit bien que tout ça est en train de s'effriter. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est parce que ça s'effrite que M. Macron vient de nommer Mme de Montchalin à la Cour des comptes, qui va certainement nommer le secrétaire général de l'Élysée à la tête de la Banque de France dans les temps qui viennent, et que petit à petit, la caste verrouille. Et je comprends, de par ce fait, la psyché révolutionnaire qui dit, mais bon, on est le 16 du mois, je suis au bout de ma vie, on est 2 à travailler, j'y arrive pas, j'élève mes enfants honnêtement, je vole rien à personne, je fais tout ce qu'on me dit, je suis sage, je vois tous ces types qui s'engraissent, qui profitent du truc sur mon dos, qui font la leçon. Je vote, ça sert à rien, je vote pas, ça sert à rien, je manifeste ou non, ça sert à rien, je crie ou pas, ça sert à rien, je fais grève ou non, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste à part leur casser la gueule ? Enfin, il y a un moment, c'est une citation. Parce que voilà, j'allais venir. Alors pourquoi continuer de faire de la politique comme vous le faites ? Mais parce que dans le fait de faire de la politique, il y a la responsabilité de dire ce que je viens de dire. C'est aussi ça, c'est parler pour les gens qui n'ont pas de micro, pas de porte-voix, pas de. Dieu merci, je suis pas tout seul parce que vous faites un peu aussi. Les choses identiques. La seule différence, c'est que nous nous engageons des gens à s'investir dans les assemblées délibérantes, alors que vous faites de l'information, ce qui est une autre manière, au fond, de parler de la même chose. L'information, elle est à la base de la démocratie, c'est-à-dire, entre guillemets, puisqu'on est dans une démocratie de faible intensité, mais l'information fait qu'on peut débattre, si on est informé. Or là, on voit bien que le but de la caste, si on peut l'appeler ainsi, c'est de faire en sorte que les gens soient mal informés, et donc qu'ils votent mal ou qu'ils ne votent plus. Mal informés ou pas, ou qu'on détourne leur attention vers des choses qui sont... je déjeunais aujourd'hui avec un monsieur qui me disait, je ne sais plus quel jour de la semaine dernière, il a regardé des informations alors qu'il y avait les F-35 qui allaient décoller ou pas des porte-avions américains vers l'Iran. Epstein démarrait. À Israël, Gaza, c'est toujours la foire, bon, très bien. Journal de France 2, des branches au milieu des voies ferrées, il pleut en Bretagne. Il pleut. Ah bon, il pleut en Bretagne. Il y a eu de la neige, il y a eu du lait de chèvre, on l'a échappé belle. Il y a du vent en Vendée. Ah bon, il y a du vent en Vendée. Et il n'y a plus d'eux. C'est une vraie nouvelle. Ah bah oui, ça me... Mais oui, mais pas rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ça, c'est vrai. Il y a un truc, là, c'est frénétique ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est mi-février, même pas.
On a eu Maduro qui s'est fait enlever chez lui. On a la guerre en Iran, peut-être. On a l'affaire Epstein qui arrive comme ça. Et les mecs en France sont là. Alors, qui est-ce qui va gagner les Césars? Ouais. C'est ça. C'est ça. Le gouvernement, le cornu, va-t-il être censuré par le Parti socialiste et les Républicains? Bah non. Et personne sait qui c'est. Tu demandes aux gens dans la rue, le cornu, ils savent pas. Ils pensent que c'est une marque de pâtes. Oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ouais. Il ferait bien d'apprendre parce qu'avec ce qu'il nous prépare sur le décret sur l'énergie, là, on va quand même en prendre plein la figure. À la PPE. La PPE, Justement, oui. vous avez travaillé là-dessus, sur la PPE? Un peu, oui. Alors, quelle est la douille dans la PPE? Ouais. Pardon. La grosse douille. La grosse Je douille. me permets de le dire, Merci. grosse douille. Quelle est la grosse Qu'est-ce que douille vous dans la entendez PPE? par grosse douille? À quel moment on va encore sortir on va payer trop Voilà. cher une électricité qui est bon marché en France? Ouais. Ah, mais très simplement parce qu'on va massacrer le programme nucléaire français. Ouais. On va investir je sais pas combien de centaines de milliards dans des énergies alternatives, des éoliennes en pleine mer. Ouais. C'est C'est bien, bien, ça. 300 Mais c'est milliards bien, d'après mais c'est Fabien bon. Bouvier, je crois. Il manque que les éoliennes sous terre et je pense qu'on aura fait on aura fait le tour. Alors là, On aura tout fait. vous venez de donner une idée à des génies du mal. Ouais, c'est clair, là, ouais. Parce qu'il y a des couloirs sous terre avec des vents. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, 300 milliards dans les énergies alternatives, c'est le prix de 20 EPR. Hein. Ouais. S'ils sont en retard, 30 s'ils sont à l'heure. Et de la maintenance des centrales, qui va devenir très cher. Donc ça va évidemment se faire au détriment du reste. Ouais. Et ça va nous rendre encore plus dépendants d'approvisionnement énergétique de l'étranger. Ça va renchérir le coût de notre Des Russes électricité. On va être obligé d'acheter aux Russes? Ah non, on n'a plus le droit. Non, on achète aux Indiens, je vous rappelle. Ne commencez pas à... On achète faire aux de Indiens mauvais qui esprits. achètent aux Russes. Oui, pardon. Ah, mais arrêtez un peu avec ça. Et aux Américains. Et surtout aux Américains. Et surtout aux Américains. Donc en fait, c'est encore une fois, alors on va encore dire qu'on fait du mauvais esprit, qu'on est taquin, mais qu'est-ce que ce double quinquennat d'Emmanuel Macron n'aura pas fait dans l'intérêt de l'économie américaine? Je cherche et je ne trouve pas. Et Alors- pourtant, il est toujours là. Oui. Donc, Frédéric, Ah oui, mais regardez il a été l'opposition élu. politique, on en a parlé. Regardez Il a été la élu. classe politique, l'opposition qui ne fait que tweeter, de la LFI au RN. Et finalement, il n'y a pas une véritable opposition. L'article 68 sur la destitution de Macron, passé au rencard. La censure, j'en parle même pas. Et puis, il y a des gens qui tweetent. Et puis, ils sont quand même pas beaucoup à l'Assemblée nationale. Il y a quand même souvent un club de bridge pendant l'heure des Encore séances. une fois, alors, LFI, on n'aime pas, mais honnêtement, ils ont fait la destitution. Eux, ils ont fait le Ils ont job. été contre la loi du flicage Internet. Ils ont fait le job. Voilà. Ils sont à peu près les seuls. Et voilà. Et en sachant qu'en Et le face, ça RN, montrait par pas contre, aussi. ils sont aux abonnés absents. Là. Un peu faiblard, on va dire ça comme ça. Sur la destitution, bon, l'article 68, il est fait pour que ça ne marche pas, on est d'accord. oui, Oui, mais ça, d'accord. Ça existe. Oui. Mais au moins, ne serait-ce que d'en parler. Autant s'en servir. Parce que vous imaginez bien que, même si la mécanique est telle pour aller jusqu'au bout de la destitution, qu'on peut jamais y arriver, quasiment pas, le simple fait qu'il y ait, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un débat sur la destitution du chef de l'État, le président de la Déjà République bien, n'est pas forcé de démissionner, mais enfin, il en sort quand même pas dans le même état avant et Surtout, après. ça permet de débloquer la parole publique. Exactement. Là, ce Donc, débat-là. moi, j'étais partisan, je l'ai dit d'ailleurs sur votre plateau et chez vous. Tout ce qui peut pousser Emmanuel Macron vers la porte de sortie le plus rapidement possible est le bienvenu. Qu'on n'aille pas me dire... Allô, Benjamin Netanyahou? Ah, pardon. Ça marche pas comme ça? Il est taquin. Non, mais je veux dire par là que les arguments, oui, alors la stabilité, il faut maintenir la stabilité, mais de quoi vous me parlez? Il n'y en a pas de stabilité. Il faut protéger les institutions, mais la destitution, elle est dans les institutions, donc il ne s'agit pas de... Donc, tous ces arguments qui disent surtout, faut pas s'en servir parce que c'est dangereux, etc. Non, ce qui est dangereux, c'est qu'Emmanuel Macron reste un jour de plus. La seule satisfaction que j'ai, c'est quand il dit « je travaillerai jusqu'au dernier quart d'heure », alors j'espère qu'il s'arrêtera un quart d'heure avant la fin. C'est la seule Il y a juste un quart d'heure. c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Le temps de faire sa valise. Non, c'est une catastrophe. Là, à la fin de la semaine, vendredi, il y a la conférence de sécurité de Munich où Macron va faire un discours attendu, où il va sans doute vendre la dissuasion nucléaire française à l'Europe. Et ça relève de la haute cour de justice. Ça, c'est de la est-ce qu'on peut l'attaquer pour haute trahison, justement? Alors, il faudrait engager la procédure une fois qu'il sera comment ça marche? Ça faudrait que je regarde. Tiens, je ne sais pas répondre à cette question parce que la procédure a été modifiée. Ça n'existe plus. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait que la procédure se modifie. Il a mis des coups de serpette. C'est ça qui a changé. C'est qu'il n'y en a plus en fait. Et voilà. Non, mais ça pour le coup, vous voyez, c'est comme la déclaration de guerre unilatérale pour aller envoyer je sais pas qui en Ukraine. Je sais pourquoi faire. Je sais pas non plus d'ailleurs.
Ça, c'est Défendre nos quelque valeurs. chose qui pourrait faire passer du côté obscur de la force des gens qui, pour l'instant, se tiennent un peu tranquilles, un peu à carreau. Par exemple, les Républicains du Sénat, qui étaient très remontés contre l'idée d'engager la destitution, alors qu'à l'Assemblée nationale, ils étaient plutôt pas favorables, mais enfin un peu moins défavorables, on va dire ça. Voilà. Là, pour le coup, ce genre de truc, pour ceux qui sont attachés, et il en reste quand même un petit peu, à la souveraineté nationale et en tout cas sur le plan militaire, ça c'est quelque chose qui peut déplacer vraiment des trucs. Et c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Je pense que à l'approche des élections municipales, si j'ai quelques mauvaises idées à donner à nos auditeurs, si jamais, par malheur pour nous, Macron devait avancer cette idée d'un partage de notre dissuasion nucléaire, avec l'Allemagne en plus, pardonnez-moi, mais... On aura la réponse vendredi. Mais... Voilà. Moi qui suis franc-comtois, ça me donne des souvenirs, la frontière. Les années sombres. Voilà, exactement. C'est Belfort, vous savez, il s'est passé des trucs là-bas. Il faut absolument que les citoyens français saisissent leur maire pour leur dire, maintenant, monsieur le maire, il faut que vous disiez à vos sénateurs que vous allez réélire pour moitié en septembre prochain. Il y a une campagne sénatoriale en septembre prochain. Il faut que vous leur disiez que maintenant, la destitution, c'est parti. Il n'est pas question que la France perde l'usage exclusif de sa dissuasion nucléaire. On n'a pas payé des trucs, encore une fois. On s'est fait avoir sur l'électricité, on ne va pas en plus se faire avoir sur la bombe nucléaire. Mais pour boucler avec le dossier Epstein, il y a eu des mails en fait qui ont été échangés où Epstein explique que Macron, qui vient d'être élu président de la République française, a des ambitions pour être leader de l'Europe et pourquoi pas leader du monde. Donc clairement, ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est préparer son après, c'est-à-dire remplacer Ursula von der Leyen et faire une commission européenne politique et devenir le maltraitant, non pas seulement du peuple français, mais de tous les peuples européens. Le ciel nous en préserve, mais il faudrait pour ça que survienne en 2027, en France, un authentique changement politique, c'est-à-dire vraiment une élection et un projet de rupture. Et là, j'ai des doutes. Bon, je ne demande qu'une chose, c'est que ces doutes soient dissipés dans l'année qui vient. C'est pas une position de principe, ni une volonté de ma part. Mais au fond, redresser le pays, ça veut dire prendre 6 ou 7 grandes décisions qui ont une caractéristique commune, c'est que chacune de ces décisions consiste à aller se fâcher avec quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Washington, Bruxelles, les lobbies LGBT, quelques syndicats, la haute fonction publique, les banques. Il y a 2-3 trucs, il va falloir rentrer un peu dans... Ça fait beaucoup, c'est bon, mais ça fait beaucoup. Et le problème de notre pays, pour l'instant, c'est que ceux qui sont prêts à se fâcher ne sont pas prêts d'accéder au pouvoir, alors que ceux qui sont prêts d'accéder au pouvoir ne sont pas prêts à se fâcher. C'est sûr, bravo, c'est pas mal du tout. C'est ça notre problème. Alors c'est pas irrémédiable. Non. Parce que si on fait une alliance entre ceux qui sont prêts à se fâcher et ceux qui ne sont pas prêts à se fâcher, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêts à se fâcher gèrent les affaires courantes, ceux qui sont prêts à se fâcher, c'est les grenadiers voltigeurs, le 13e RDP, enfin des gens qui sont les fâcheux, comme disaient les fâcheux, voilà. Et puis on se répartit, et puis il y a moyen de se répartir la tâche, c'est pas impossible. Mais faudrait-il encore que les partis, je parle de mon camp, c'est-à-dire le camp des gens qui aiment la France et qui soient de droite ou de gauche, d'ailleurs, pour moi ça n'a pas d'importance, au moins qu'ils soient prêts à travailler ensemble à ce genre de projet de rupture. Bien sûr, Mais on devrait être en train de le faire déjà. Ben oui. Il y a beaucoup de retard qui a été pris là-dessus. Ça se fait pas entre les 2 tours de la présidentielle, cette affaire. C'est un peu plus long que ça. Donc voilà, c'est ce que je ne vois pas. Vous êtes d'accord avec ce... Oui, beaucoup de choses ont été dites et j'y souscris pleinement, 200%. Je reviendrai juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que le public se détournait de l'audience des médias mainstream et regardait peut-être autre chose. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils se sont vraiment détournés de la chose politique et je les sens plutôt absents, endormis. Et ça, malheureusement... alors... Des émissions comme celle-là ou d'autres permettent de réveiller et éveiller les consciences. Mais enfin, j'allais dire, c'est quand même encore trop peu. Et pour revenir à vos derniers propos, oui, bien sûr, il faudrait qu'on ait des leaders qui soient capables de se fâcher, qui aient le courage, tout simplement. Il faut aussi à un moment donné avoir un peu de courage politique et puis surtout d'accepter les responsabilités pour lesquelles on a été élu. Or, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on ait beaucoup de personnes qui, par exemple, sont devenues députées et acceptent en fait cette responsabilité. Ça c'est vrai. Il y a quand même un petit problème à ce niveau-là. Alors d'ailleurs, en 2 mots, on a quand même depuis des années, pour des raisons purement démagogiques, affaibli en fait l'Assemblée nationale aussi, parce que on a, elle s'est affaiblie toute seule, je pense. Mais elle s'est affaiblie, oui, bien sûr.
Peut-être que d'ailleurs le retour, ça avait été évoqué à un moment donné avec Bayrou, le retour comment dire, au cumul des mandats, maire, député, pourrait permettre justement que ce local puisse communiquer avec le national, ce qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'en fin de compte, on a une situation qui est un peu paradoxale, parce qu'on a des maires qui, eux, pour le coup, ont la responsabilité, ça, ils sont bien obligés de l'avoir, ils sont corvéables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils peuvent se retrouver devant un tribunal pour une modique somme, et eux, ils sont vraiment au plus près ils sont en proximité avec les gens, et puis d'un autre côté, on a ce début d'élite de députés. C'est ça. Alors on va parler de ces députés, mais je suis tenu de répondre. Bonjour, bonsoir. Ouais. Oui, mais c'est comme je le disais avec mes amis, les crevettes n'étaient pas dégueulasses. Enfin, c'était des petites verrines et il y avait, je crois, des avocats et du caviar. Mais oui, Bruno Le Maire, non, il n'était pas là. Non, mais c'est pas le sujet, d'accord. Je vous écoute. Oh, très bien. D'accord. Alors. Il n'y a pas d'affaire Epstein en France. Ouais, apparemment. D'accord avec ça. Ça concerne d'abord la justice américaine, me dit le conseiller. Oui, ça s'est entendu, bien sûr. Très bien. J'y passerai le message. Bien sûr. Eh ben, on se retrouve oui, les îles Vierges. Avec plaisir. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir. Pas d'affaire Epstein en France. C'est pas le bol. Bah non. Mais c'est vrai. C'est très curieux ce que vous nous dites parce que... C'est pas moi, c'est l'Élysée. Ah, l'Élysée dit ça? Oui. Bah oui. Ouais. Mais pourquoi est-ce que l'Élysée dit qu'il faut que la justice suive son cours? Alors, je comprends rien. La justice, elle s'est arrêtée. Donc le cours de la justice, là, il y a quand même une association Innocence en danger qui demande à ce que l'enquête soit réouverte et qu'il se passe quelque chose, puisqu'il y a quand même eu une perquisition en 2019 dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein où il restait quand même plusieurs jours de l'année. Et il faut voir les logs de son avion, où il partait de Paris pour aller un peu partout. Oh, il n'y a rien eu. Mais c'est lié quand même. Vous avez fait venir... Alors, Alexis, j'en suis sûr. Nicolas, je ne sais pas. Carl Zero dans votre émission du Monde Moderne, il y a un moment déjà, et peut-être même plusieurs fois. J'avais regardé son documentaire là, qui est une horreur absolue. On voit bien que tout ça c'est un système, c'est pas simplement quelques personnes qui seraient liées pour... Et il n'y a aucune raison que la France soit le seul pays du monde. C'est comme le nuage de Tchernobyl, si vous voulez, c'est pareil. Il y a un moment où on ne voit pas pourquoi on serait épargné. Jean-Frédéric, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi la France a une telle omerta. Ça a été le cas sur le Covid, c'est le cas aujourd'hui sur l'affaire Epstein. C'est incroyable, c'est un bunker, la France. L'oligarchie a dressé un véritable bunker. Moi, c'est ce qui m'effraie, en fait, concrètement. Sur toutes les affaires qui touchent à des scandales d'État, on est dans un bunker. Je vais vous faire une réponse un peu Noam Chomsky a analysé il y a maintenant quelques années la manière dont... Mais il est dans l'avion d'Epstein, non? Il paraît qu'il est dans l'avion d'Epstein. Et puis pas qu'un peu. Il était très pote avec Epstein. Ce qui, par ailleurs, ne remet pas en cause, à mes yeux en tout cas, l'intérêt des réflexions qu'il a faites sur la manière dont le système capitaliste mettait la main sur le contrôle des médias. Et on y est quand même un peu. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y aurait forcément des collusions d'intérêts entre les propriétaires, pas les patrons de presse, les propriétaires des organes de presse, d'un côté, et puis, alors au besoin, les vendeurs d'armes, les laboratoires pharmaceutiques, les trucs. Mais enfin, même pendant la crise Covid, on a bien compris que l'intérêt des laboratoires, c'était de vendre des vaccins. Donc il fallait dire qu'il y avait une maladie. Non, c'est pas vrai. C'était de protéger les populations d'un virus. Passez-moi votre téléphone, je vais Donc on a bien compris ça. Et je pense... Alors, j'ai pas regardé en détail, mais il me semble quand même que cette intrication d'intérêt économique de très très grande importance d'un côté avec la presse mainstream est plus marquée en France que dans les autres pays. Justement, est-ce qu'on n'a pas un truc en France qui s'appelle les fact-checkers, qui sont une sorte de commissariat politique du pouvoir et qui a tenu dans la peur les journalistes, les politiques, parce que parler de ces choses-là avec des sources, avec des mots qui disent les choses, c'est complotiste. Eh oui. Est-ce que vous ne seriez pas un peu complotiste, Jean-Frédéric? Je ne sais pas. Est-ce que Jean-Frédéric... Il est un peu complotiste, on est d'accord? Oui. On est borderline avec... On est borderline. On est très borderline. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, j'ai grandi et
passé une partie de ma vie dans l'assassinat de Kennedy, qui est pour moi un sujet d'une forme de hobby. Ça démarre parce qu'en classe de première, j'ai dû faire un exposé en cours d'anglais. Il y avait 40 sujets à choisir. Comme j'étais au fond de la classe, j'ai choisi en dernier. Et c'était celui-là, je suis tombé sur celui-là. C'est un pur hasard. Ça a nourri, depuis que j'étais en première, ça fait quand même quelques années. Donc j'ai lu, je ne sais pas, 4 mètres de littérature sur l'affaire Kennedy. OK. On a traité de complotistes les gens qui, depuis le début, disaient non, il n'y a pas qu'un tireur. Il y en a au moins 2, peut-être 3. Il faut voir comment ils ont été traités. Oui. D'ailleurs, on a à peu près inventé ce mot. Les services de renseignement américains, en tout cas, c'est pas tout à fait, parce que dans l'histoire américaine, il y avait quelques précédents, mais ce mot complotiste a été inventé par les services de renseignement américains à l'occasion de cette affaire d'assassinat de Kennedy. Et bien, les complotistes d'hier, mes chers amis, sont ceux qui ont raison aujourd'hui. Car il est à peu près avéré maintenant qu'il n'y avait pas qu'un seul tireur, mais 2. D'ailleurs, le Congrès américain l'a reconnu lui-même dans 2 commissions d'enquête officielles, dans les années 70 et 90. Donc oui, complotiste, très bien, mais ça veut dire que j'aurai raison une fois que je serai mort. C'est une belle consolation. Mais ce serait bien d'avoir raison maintenant. Là, ça commence à être pénible et long, là. Cette chape de plomb, on a raison maintenant, et mon cher Alexis, vous comme moi, nous sillonnons la France pour essayer de rappeler ça à nos contemporains. Et on va continuer de le faire, même si ça nous prend du temps et des moyens, etc. Mais c'est notre devoir, donc voilà. Après, les Français font ce qu'ils veulent, que voulez-vous que je vous dise. On peut pas être c'est comme le dit Nicolas, on est dans le bunker, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'épaisseur des murs de béton. Oui, on va... Et la déflagration de la grenade, qui est dans le bunker. C'est la grande évasion, vous savez, on va creuser la petite cuillère, et puis on va finir par en sortir. Ou la grande vadrouille. C'est l'abbé Faria dans le conte de Monte Cristo. Le problème, c'est que c'est le gouvernement de la 7e compagnie. Allez, on passe maintenant, chers amis, à l'heure des comptes. L'heure des comptes. On va vous diffuser 2 séquences, notamment de ce qu'on a trouvé du meilleur des réseaux sociaux et notamment de X. Et on va les commenter ensemble pour voir un peu, notamment sur la première, où part une partie de vos impôts. Je vous assure, il faut regarder cette séquence parce que même nous, en la regardant, on n'y a pas cru. Eh bien, on va vous la diffuser. On en discute après avec nos invités. Alors qu'est-ce qu'on vient de voir, Nicolas? Oui, c'est incroyable. Alors, je vais vous recontextualiser rapidement. C'est Jean-Noël Poirier. Pas le Jean-Noël que vous connaissez, pas Jean-Noël Barrot. Non, en fait, c'est Jean-Noël Poirier qui, ce vendredi 6 février, a pris ses fonctions de consul général de France à Nuuk, au Groenland. Il y a 27 Français qui habitent là-bas. Donc, on vient d'ouvrir un consulat. Voilà. Donc, Jean-Noël, il est tout content. Il arrive avec ses délégations et il arrive comme ça, avec les moon boots, dans la neige, pour aller représenter la France. Il faut savoir que, donc, là, cette vidéo a fait des millions de vues quand même. Ouais. Il arrive comme un sauveur, parce qu'il était très attendu. Oui, c'est clair. Il doit sa première mission, c'est de trouver un bureau. Il n'a pas d'équipe, pas de bureau. Macron ne vient pas. Jean-Noël Barrot, l'autre Jean-Noël, a dit qu'il viendrait, mais il ne sait pas trop quand. Voilà. Mais par contre, Jean-Noël Poirier, il est là. Quoi. Il est là. Est-ce que c'est un héros des temps modernes? C'est un aventurier. On se demande si comme il ne va pas dire à un moment ou à un autre, Mr. Livingstone, je présume, comme... chercher les sources du Nil. C'est la politique du motoneige, en fait. C'est la politique du motoneige. Il faudra du motoneige. Après, le Groenland, il y a un vrai sujet. Le Groenland, il y a un vrai sujet sur le moment où ces leaders, ces young leaders atlantistes se rendent compte que les États-Unis les ont pris pour des cons depuis le début. Oui, mais ça, il fallait lire les livres d'histoire. Mon cher Alex, excusez-moi, mais les gens qui s'étonnent que Trump aille chercher Maduro au Venezuela ou qui mettent des bombes sur le nez des gens qui leur plaisent pas, enfin, ils font ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand même, globalement. Hein, donc, c'est pas puis de manière... ça s'appelle l'Empire. Hein. Répétitive. Voilà. Et effectivement, ils considèrent que toute la tranche là, qui va du pôle Nord au pôle Sud, tout le continent, c'est chez eux. Donc, si c'est chez eux, c'est à eux. Et si c'est à eux, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Voilà. C'est pas bien, hein, mais ils font ça tout le temps. Alors, est-ce qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent ou est-ce que super Emmanuel Macron, avec ses lunettes d'aviateur, for sure, a réussi, avec son discours à Davos qui servait à rien, à faire revirer de bord Trump et à gagner quand même? Parce que si on écoute la presse du bunker,
il a gagné. C'est le héros même de l'Occident libre face à Trump, le méchant. Oui, oui, enfin... Il faut faire attention aux virements et revirements du président américain, parce que c'est sa manière d'être et c'est même sa manière de faire. De faire, surtout. C'est une vraie négociation de promoteur immobilier, pour le coup, probablement. Je pense qu'il a, enfin, je suis pas dans sa tête, mais d'après ce que j'en comprends, il a vraiment la volonté de faire en sorte de pouvoir faire ce qu'il veut au Groenland. Pas forcément d'annexer le Groenland comme un 58, ça c'est défable. Lui, il peut vouloir faire ce qu'il veut. Donc il fera tout ce qu'il peut pour. Certainement pas jusqu'à envoyer les troupes, parce que franchement, ce serait grotesque. Et ça sert à rien, mais faire des chèques, de trucs, à tant qu'ils veulent. Il y a une série télévisée qui s'appelle Bergen. Oui, Bergen. Non, c'est pas Bergen, c'est... Si, c'est Bergen. Borgen, voilà. Borgen, la 4e saison, parle justement de la volonté des Chinois, cette fois-ci, d'investir le Groenland. C'est formidable, c'est formidable. C'était pas les Russes pour une fois. C'est pas les Russes. Et non, c'est pas les Russes. non. Les Russes sont, non, les Russes, c'est dans une autre Il y a série. une autre série qui envahissent la Suède. Ouais. La Norvège. La Norvège, bon, c'est pareil. Mais oui, c'est très impressionnant parce que, comment dire, on est dans presque une préfiguration de ce que les États-Unis nous préparent. Il va mettre la main sur le Groenland, les ressources naturelles, les Groenlandais seront indemnisés, le Danemark aussi. Et c'est formidable. Et Macron aura toujours Tout ira bien. Tout ira bien. Allez, on passe à la seconde séquence, chers amis, pour pas se mettre trop en retard. On va parler de commission d'enquête parlementaire. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Séquence. Merci, monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, j'avais encore plein de questions à poser. je viens de suspendre cette J'avais des audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc je mets fin à cette audition. Monsieur le Président, et je remercie les ministres de leur Monsieur le présence. Président, C'est génial. C'est quand même formidable. Ah non, C'est quand même formidable. Mais Jérémy, reviens, je sais pas tout dit. Vas-y. C'est incroyable, Jean-Frédéric. Ça, c'est toujours rigolo de voir un homme chauve se plaindre qu'on lui a tiré les cheveux. Donc, Non, mais ça, pour le coup, ça me fait rire. au-delà de ça, vous avez été élu à l'Assemblée nationale. J'ai présidé une commission. Président, alors vice-président de la commission des lois. Ça se donne du monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le machin, mais en fait, Jérémy, c'est quoi ce bordel? Non, mais ça, c'est comme ça qu'on se parle à la buvette. Ouais, voilà. Parce qu'à la Pas que, buvette, visiblement. quand on est dans un truc officiel, une instance officielle, comme une commission d'enquête, particulièrement si les auditions sont télévisées, il y a un minimum de Protocole, ok. C'est comme ici, on essaye d'être courtois et bien élevé, même si par ailleurs on peut se... Bon. Non, mais là c'est grotesque parce que, d'abord, le président, il est là pour protéger les intérêts de France Télévisions, c'est clair, on a bien compris. Clairement. On a bien compris que la présidente de l'Assemblée nationale, plus une partie de la majorité du bloc central, veut faire en sorte que le rapport soit pas publié ou alors qu'il soit Caviardé. caviardé. Bon. Il y a un précédent. Nicolas Perruchot, mon excellent collègue député maire de Blois, en 2009, pilote une mission d'information sur le financement des organisations syndicales de salariés. La mission va à son terme. Le rapporteur Nicolas Perruchot propose le rapport à la mission qui refuse la publication parce que c'est le droit de la commission. D'accord. La commission C'est peut ce qui dire va se passer là, on le ça sait. pourrait. Je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est parti. Si c'est pas ça, c'est quand même parti pour. Alors que le rapporteur, de temps en temps, il pourrait être un peu plus rond, s'il perdrait pas, franchement, un peu moins comme ça. Mais il fait un excellent travail et en tout cas, on commence à comprendre qu'à France Télévisions, il se passe des trucs. Patrice Magnuron, pas là-dessus, clair. rapidement, parce qu'on est en retard. Oui, j'évoquais tout à l'heure l'affaiblissement de l'Assemblée nationale. Bon, là, on en a vu une séquence. Je trouve que c'est catastrophique des deux côtés. Bon, là, Jérémy, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même un minimum de courtoisie, puis surtout de respecter un petit peu les convenances. Mais là, il est pris de court, le rapporteur. Enfin, Puis le président qui s'en va, qui revient. Bon, enfin, tout ça, ça affaiblit bien évidemment la parole des députés et c'est juste catastrophique pour notre représentation et donc du coup pour nous. Bon, voilà. Après, est-ce qu'il y aura un rapport, est-ce qu'il n'y en aura pas je n'en sais rien. Juste sur la séquence d'avant, moi je serais M. Poirier, ça ressemble quand même vachement à une mise au placard, quand même. Le truc. Ah, il était au Vietnam Ça avant. s'appelle un congélateur, en fait. Je pense qu'il avait besoin de mise au fraîcheur. congélateur. Congélateur. Vietnam En dernière séquence, pour se faire plaisir, les amis, parce qu'on est en retard, on va... Et pas que, parce qu'on n'oublie pas la crise agricole. Il y a Oui, cette agriculture qui exactement. Et après, dernière séquence rapidement pour rigoler.
Mais même les vaches peuvent pas l'emplâtrer. Même les vaches. Incroyable, c'est même ça. les vaches peuvent pas l'emplâtrer. Après, il y a ce sens animal. Hein. L'instinct. Ouais, c'est ça. Elles doivent sentir qu'il y a un truc pas clair. Le cheval, il y avait la même vidéo avec un cheval qui date de quelques mois, et c'est la même chose. Hein. Il va se planquer au fond du box. Assez dingue. Le mec arrive, fait coucou. Ah On aurait aimé que les électeurs en fissent autant. Exactement. Visiblement, l'humain n'a pas ce sens animal. Hein. Non, ça manque d'instinct parfois. Ouais, ça manque l'être beaucoup humain. d'instinct. Hein. Il faut travailler l'instinct. d'accord. Il faut le travailler l'instinct. Exactement. Cher Nicolas, c'est l'heure de la Minute Mystery. Renier, il va falloir se draper, hein, se mouler dans des vêtements qui ne sont pas les nôtres, mais c'est tellement plaisant, mon cher même temps, Alexis, c'est c'est vrai, tellement plaisant. La Minute Mainstream, chers amis. Ah ben, mon cher Alexis, ça y est, l'affaire Epstein, ça y est. Les complotistes, les QAnon addicts sont là. Tous là sur les réseaux sociaux nous expliquer que c'est un scandale planétaire qui va toucher la France et que toute l'oligarchie, comme ils disent, c'est quoi l'oligarchie, la caste, hein, parle de ça, la caste. Écoutez Nicolas, Scandale. je crois que là, on a l'illustration parfaite que la conspisphère Oui. catapulse dans la turbo-complosphère Oui. via la quanonisphère des théories totalement fantasmagoriques, fantasmées en réalité de ce qui n'existe pas. L'affaire Epstein, pour moi, c'est vraiment l'illustration de la force que peuvent avoir ces narratifs conspirationnistes qui font qu'aujourd'hui, si on est... On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et il n'y a rien, en fait. Y a Les rien. crevettes avaient un très bon goût dans les verrines. C'est un scandale. Toutes les failles, ils sautent dessus en permanence Tout le pour temps. nous expliquer qu'il y a ce le temps. grand complot mondial, cet nouvel ordre international. Non, mais voilà. Nouvel ordre international, On a voilà. tout eu, Donc on aura l'affaire tout eu. Epstein, on aura tout eu. On aura tout eu. Il faut censurer X. Il faut tout censurer. Oui. Tout, censurons tout. Oui. Censurons tout. Et Censurons pour une bonne et Ouais. simple raison, c'est que l'information ne doit pas être laissée à des conspirationnistes Oui, c'est des sphéristes. Sphéristes, à des c'est pas mal, sphéristes. J'aime bien. Voilà, parce que l'information est plate. Et oui, et l'information est plate, à la différence de la Terre d'ailleurs. Hein. Bah, c'est mais les mêmes. qui hein, est sphérique pour les le coup. reptiliens. Voilà, enfin, mais- on a toute la gamme là. Il on ne a faut toute pas la confondre gamme. la complosphère avec la platitosphère de l'information officielle. Exactement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut censurer les réseaux sociaux et écouter nos chaînes, à nous, bien Et entendu. surtout les fact-checkers. Les fact-checkers, Les voilà. fact-checkers. Exactement. Les fact-checkers, c'est l'avenir de l'information indépendante, sourcée, véritable scène qui permet de nous amener vers notre Je dirais petit même, père des peuples. c'est le vaccin de la vérité. Exactement. Le vaccin de la vérité, formidable. En tout cas, Sus AX, notamment, hein, et l'affaire Epstein, c'est pas du scandale. Voilà. Et ben voilà. Eh ben, C'est la fin de l'émission, mesdames, messieurs. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous, derrière votre écran, vous avez passé un bon moment? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à suivre TVL, bien sûr, et à vous informer, comme vous le faites, de manière totalement conspirationniste-sphérique, en allant sur des médias qui ne sont pas des médias d'oligarques, qui sont des médias indépendants, qui comptent sur vous pour continuer à faire ce boulot-là dans une année 2026 qui sera une année de combat, parce que je crois que l'information va être un des enjeux capital en fait de cette année. Merci beaucoup, c'est la fin de cette alerte générale. on s'est régalé une nouvelle fois. Eh ben ouais, et on se retrouve dans 15 semaines. jours évidemment. Bien entendu. Salut à tous. Bien entendu. Et merci à nos invités. Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous. Merci Merci. d'être là. Merci beaucoup.